Bonsoir à tous. Trois bonnes raisons, me semble-t-il, de regarder cette émission. D'abord, c'est la 100e. Ensuite, le sujet de circonstance, l'humour, parce qu'on est plutôt content. Et puis, enfin, l'invité de référence, c'est Françoise Sagan. Françoise Sagan, vous publiez chez Julliard, et toute ma sympathie, je butais dessus, 13 textes dans lesquels on aime vous retrouver, on aime retrouver ce qu'on aime lire dans vos livres, c'est-à-dire on vous retrouve avec votre lucidité, votre courage, votre fermeté, votre enthousiasme, votre humour, beaucoup d'humour, et un peu de mélancolie bien sûr aussi, et puis évidemment toujours ce fameux ton, ce fameux style Sagan. Alors l'un des textes c'est un portrait de Catherine Deneuve, vous êtes allé la voir, vous avez fait son interview son portrait pour un magazine, et à un moment dans l'entretien que vous avez eu avec elle, vous lui avez posé cette question, comment aimeriez-vous que soit le papier que je vais faire pour vous ? Alors j'ai envie de vous demander maintenant, je vous imite, comment aimeriez-vous que soit cette émission dont vous êtes l'invité de référence ? Eh bien, la vérité, qu'elle soit comme vos émissions en général. Bon, bah écoutez, alors vous ne demandez rien de particulier. Non, c'est un... Très bien. Alors, puisque l'un de vos textes est consacré à la télévision, il est fort drôle, nous allons donc parler de télévision avec Mireille, qui évoquera son mari, Emmanuel Berle, qui a été le premier écrivain critique de la télévision, à faire la critique de la télévision des programmes. Alain Raymond, qui est le critique de télévision de Télérama, sous le titre, sa rubrique est bien connue, Mon œil. Et j'ajoute que vous verrez une parodie de Bouillon de culture à la mode d'aujourd'hui, dans quelques minutes. Et puis, puisque Françoise Sagan, vous évoquez le cinéma à travers trois grands personnages, c'est-à-dire Catherine Deneuve, Ava Gardner et Federico Fellini, j'ai invité Sam Karman, qui a réalisé un court-métrage, un petit chef-d'œuvre fort amusant, intitulé Omnibus. Et ce court-métrage, figurez-vous, a remporté la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar à Hollywood, ce qui est quand même pas rien. Et bien, ce court-métrage, ce sera le cadeau de cette 100e numéro de Bouillon de culture. Nous le verrons tout à l'heure. Et autre cadeau, Michael Nyman, qui est le compositeur de La leçon de piano, le fameux film de Jane Campion, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et qui obtient un succès considérable actuellement en France. Et vous aurez la gentillesse de nous jouer tout à l'heure un petit morceau donc, de La leçon de piano. Et enfin Cabu, pour l'humour, qui est revenu du Japon avec des dessins et un livre, et qui, de temps en temps, nous fera un dessin pour illustrer cette émission. Alors, Françoise Sagan et toute ma sympathie sort 9 ans après avec mon meilleur souvenir. C'est-à-dire 2 livres dans lesquels on trouve des portraits de gens que vous avez rencontrés, que vous aimez beaucoup, et en même temps, vous en profitez pour parler de vous-même. On peut se demander si ce ne sont pas un peu des mémoires déguisées, éparpillées, disséminées, malins, sans le dire. Je ne parle pas de moi-même, je parle dans le premier des gens que j'admire, et dans le deuxième des gens qui m'ont plu ou que j'ai admiré par la suite. Oui, mais c'est parler de vous-même aussi. Non, parce que vous, en le lisant, vous pensez, vous me voyez derrière, mais moi, en l'écrivant, je pense uniquement aux gens ou aux choses dont je parle. Oui, mais ce qui compte, c'est le lecteur. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, enfin, je ne pense pas du tout faire un portrait de moi-même. En fait, je parle plutôt précisément de Catherine Deneuve ou de Fellini sans me donner des répliques brillantes. Non, c'est vrai, mais en même temps, quand même, on vous voit vivre derrière, on voit vos goûts, votre sympathie, parfois vos... Non, je crois que c'est intéressant. Alors, il est vrai que si dans 2 ou 3 ans, vous publiez, et c'est le rêve probablement de votre éditeur, Françoise Sagan, Mémoire, un gros livre de 400 pages, alors là, ça ferait un succès. Non, jamais ça. Mais pourquoi jamais ? Ah non, jamais, j'écrirai mes mémoires. Et pourquoi D'abord, j'en ai pas. Oh. Pas beaucoup, c'est vrai, je m'embrouille toujours. Deuxièmement, il y a plein de gens vivants, Dieu merci, ça complique les choses, faut être très discret, ça met tout par terre. Et troisièmement, je répète en prison a posteriori, je ne sais pas. Non. Alors, donc vous envoyez votre sympathie aux lecteurs dans ce dernier livre, et les critiques, unanimement, vous envoient leur admiration. C'est peut-être jamais comme autre. Non. Hein ? Non, c'est-à-dire très... Sincèrement, c'est extrêmement agréable d'être considéré comme un écrivain. Oui. De manière unanime, comme ça. Oui. Et non, c'est vrai, c'est assez plaisant, oui. Oui, alors ce qui est vrai, c'est qu'à un certain moment, vous aviez dit « Ah, les critiques, c'est incroyable, ils me considèrent toujours... Enfin, quand ils parlent de moi, c'est comme s'ils étaient mes oncles. » Oui, mais surtout, ils parlaient de moi et pas de ce que j'écrivais. Il parlait de ton personnage, du mythe, par rapport à l'énervement que leur causait le mythe, ou au personnage général par rapport au siècle, par rapport à l'acceptation du siècle, mais très rarement de ce que j'avais écrit, des mots, quoi. Et là, visiblement, en général, ils ont plutôt parlé du livre.
Alors, ce qui est vrai, c'est que tantôt, on vous considère comme un phénomène de société, tantôt comme un écrivain. Et il semble aujourd'hui, mais comment expliquer cela, que vous êtes, il était temps que vous êtes vraiment un écrivain et de moins en moins un phénomène de Je société. crois que c'est un mélange de mon entêtement, mon côté têtu, et le côté petit à petit compréhensif des critiques. Oui. Ben, il y a peut-être aussi les années qui passent. Peut-être les années qui passent, Hein? peut-être j'ai l'air de plus en plus sérieux. Oui, de plus en plus sérieux. Et peut-être que les critiques aussi sont peut-être de plus en plus sérieux, non? Peut-être, oui, mais il y en a pas mal de nouveaux dans le... Oui. Je ne sais pas. Mais Après, vous avez c'est un dit phénomène quelque part aussi que vous ne saviez pas si vous resteriez, alors là, beaucoup plus tard, comme écrivain ou comme phénomène de société. Je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, je peux espérer rester comme écrivain, Ouais. en même temps que je reste. Ça. Oui, Et mais c'est bien. De toute façon, vous êtes sûr de rester. j'ai une chance, oui. Ouais, J'ai une chance de une rester chance. sérieusement. Et puis j'ai une chance de... Comme phénomène de société, je ne crois pas, finalement. Il y en a eu trop. Oui. Il y en a eu beaucoup. Finalement. Oui, mais le vôtre est particulier quand même. C'est Oui, bien. vous savez, ce genre de choses. Les phénomènes de société, ça n'intéresse que la société qui les forme. Ça n'intéresse pas la société qui suit, je ne crois pas. Alors, Dieu sait, Françoise Sagan, que vous avez raconté des histoires d'amour dans vos livres, mais peut-être que l'une des plus belles, elle est dans cet ouvrage. Et le héros en est un cheval qui s'appelle Gladiateur. Oui, bah oui, c'est une histoire super, oui. Ah, magnifique. Oh, en quelques mots quand même, vous pouvez nous la raconter? Ah bah c'est le cheval c'est la statue qui est à Longchamp. C'est un cheval superbe qui gagnait tout, mais qui ne voulait absolument pas s'intéresser à des juments. Et un étalon, c'est vraiment important pour les petits, etc. Il voulait les juments les plus belles, rien. Et puis un jour, il a croisé dans les chemins de Longchamp une vieille jument, flappie comme ça, qui traînait un chariot bourré de feuilles mortes, elle avait un rôle tout à fait subalterne. Il s'est dressé sur les pattes arrière, il a montré tous les signes de la passion, dans tous les sens du terme. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il a repris l'entrain. Tout le monde s'est frotté les mains, on lui a amené plein de juments superbes, rien de nouveau. Une seconde fois, il croise un jument. Une seconde fois, il se met... Je vous dis, mais elle était vilaine, c'était vraiment... Quand je dis Pauline Carton de Madame Brando, c'est vrai, quoi. La comparaison est bonne. Et finalement, résignés, les propriétaires, tous les gens de chevaux lui ont offert des juments. Il a fait des enfants, qui ont été merveilleux, des Sicornes de compagnie. Quelle belle histoire. Ah oui, c'est comme quoi, c'est... L'un des textes, c'est une lettre d'adieu à un homme aimé. Un homme, voilà, on s'est aimé, puis on se quitte, et c'est une lettre. C'est une lettre que vous avez envoyée à un homme très précisément, ou bien c'est une lettre, je dirais, un peu généraliste, avec à la fois une sorte d'exercice de cœur et de style. C'est une lettre que j'ai failli envoyer, mais qui était moins bien écrite que celle-ci. Ah, vous avez failli l'envoyer? Oui, il y a longtemps. Ah oui. Et vous l'aviez gardé dans vos... Je retrouvais, je me suis dit que c'était mal écrit, ça, que c'était idiot, quel abruti, enfin, ce qu'on dit dans ces cas-là après. Oui. Et puis j'ai modifié certains trucs. Mais est-ce qu'on peut écrire une lettre d'adieu à un amant? Est-ce que ça peut être la même chose qu'un texte qu'on va reproduire dans la... Non, pas du tout, ça a été extrêmement changé, j'ai beaucoup changé. Ça. C'était l'idée de je lui laisser les cafés, les bistrots, les endroits où on avait été. L'idée était assez belle et je l'ai pas envoyé d'ailleurs parce qu'il n'aurait rien compris, il était assez léger. Mais l'idée me paraissait jolie après. J'ai complètement réécrit. Mais vous avez envoyé beaucoup des lettres d'adieu comme ça? Oh non, non, jamais, non. pratiquement jamais. La preuve, j'ai gardé celle-là. Ouais. Je disais les adieux de vive voix, à la table de Lippe qui est faite pour ça. Ouais. Ou les boîtes de nuit ou les... Non, il y a une table chez Lippe qui est au milieu de chez Lippe et on peut faire ce qu'on veut parce que les gens passent tout le temps et vous disent bonjour. Alors les pires scènes sont arrêtées par ces passages. C'est la table du coin. Mais on ne peut pas dire adieu à un homme qu'on a aimé ici, quand même. Non, pas ici, chez Lippe. Chez Lippe? Oui. Non, mais ah, c'est vrai? Oui. Chez Lippe, on peut le faire? Oui, il y a une table quand on ne veut pas avoir de scène. Oui. On n'aime pas les scènes. Ah, j'avais jamais vu ça encore chez Il y a une Lippe. table qui est extrêmement exposée, les gens qui rentrent et qui sortent passent devant vous, et vous disent bonjour et au revoir, donc on peut pas, les scènes ne peuvent pas durer très longtemps. Non, enfin, quand on prend congé d'un homme, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des... Mais si on veut les éviter, ce qui peut arriver aussi. Mais est-ce qu'une romancière, elle ne peut pas éviter ces choses-là? Je trouve que ça fortifie. Si, justement, elle en écrit assez, elle ne veut pas en plus les vivre, ça fait trop. Oui, mais c'est parce qu'elle les vit qu'elle peut en parler bien. Pas du tout, pas du tout. Non? Non, pensez-vous. Non. Pensez-vous la mort du prince André, ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, il n'est pas mort pour ça. Lui. Alors, il y a un texte aussi sur Cajar, sur le Lot, sur votre enfance. On aurait aimé qu'il fût plus long. Oui, mais j'ai pensé que c'était... Je voulais pas trop rabattre de gens vers Cajar, parce que le charme de cet endroit étant qu'il est vide, je me disais qu'il fallait m'arrêter assez vite. D'ailleurs, je spécifie bien qu'il n'y a rien à faire. Oui. Alors, il y a aussi un texte qui est un éloge du rire. Et vous dites que vous avez beaucoup ri dans votre vie. Est-ce que vous riez autant qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans? Et est-ce que vous riez de la même manière, pour les mêmes choses, pour les mêmes gens? Je crois que
Le sens de l'humour ne change pas tellement. Je ris peut-être de choses... je ne sais pas du tout, en fait, je crois que c'est la même chose, c'est le même sujet de rire, non? Oui. Quand quelqu'un rate une marche, ou quand le rire bête, et puis il y a le rire plus futé quand on lit, quand on dit quelque chose de plus drôle. Je ne sais pas, je crois qu'on rit toujours autant. Ce sont les mêmes histoires qui vous font rire aujourd'hui? Oui, oui. Enfin, les nouvelles. Oui. Et ce que vous montrez dans ce texte, c'est que le rire est très important dans l'amour et l'amitié. Il ne peut pas y avoir d'amour et d'amitié sans rire. Je crois. Cela dit, quand on est amoureux de quelqu'un, on ne rit pas. On est assez, on est angoissé, finalement. Au début? Au début. Et après, on rigole. Après, quand on est habitué, qu'on aime un peu moins, qu'on est un peu moins gêné par cette passion, on peut rire. Mais au début, on ne rit pas. Mais est-ce que le signe de la fin d'une liaison, d'une rupture, ça n'est pas justement lorsqu'on ne rit plus ensemble des mêmes choses? Si. Moi, je trouve. Oui. Je trouve. L'absence de rire est très inquiétante. De même, si quelqu'un que vous aimez rit avec quelqu'un de nouveau, il faut se méfier. Ah oui. Des grands rires comme ça, on dit ouh là là. Oui, deux personnes qui rient ensemble et on n'est pas dans leur complicité. Et si l'un des deux est important pour vous, il faut faire très attention. Et de même, les enfants, c'est souvent une blessure pour les enfants quand ils voient des adultes qui rient entre eux et lorsqu'ils sont écartés de ce rire. C'est aussi blessant pour les adultes quand leurs enfants rient sans eux. Oui, c'est vrai aussi. Alors, je vous ai apporté des photographies, là, et vous me direz si ces gens-là vous font rire ou pas rire. Oui. Alors, le premier, évidemment, je sais qu'il vous fait rire, parce que vous faites son éloge dans votre livre, c'est Jacques Chazot. Ah oui, il m'a toujours fait rire, Jacques. Pourquoi vous fait-il rire, Jacques Chazot? Parce qu'il est désopilant. Oui. Parce qu'il a des idées sur tout, il a des réflexes d'une rapidité foudroyante quand on l'attaque, ce qui arrive souvent. Il est très très drôle. Et vous connaissez? Oui, bien sûr. Il est quelqu'un de extrêmement drôle. Bien que vous. C'est pas vraiment quelqu'un qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Oui. Louis de Funès. Ah oui, beaucoup. Oui? Oui. De gré ou de force, parce que mon fils m'a emmené 8 fois voir Oscar. Alors j'ai ri 6 fois, 5 fois, mais la 8e fois je riais un peu jaune. Enfin, c'est Oscar, oui. Et ce comique anglais qui est mort il y a quelques semaines, Benny Hill. Ah oui, il était assez drôle, lui, quelques fois. Il y avait une fois sur deux, je trouvais. Il était désopilant. Oui. Il avait le sens de l'humour très fondeur. Drôle, lui. Oui. Oui, c'est drôle. Le genre obsédé sexuel, etc. Oui, toujours, il courait toujours après les dames. Oui, dans les jardins, en courant. Oui, tout fait, par contre. Est-ce que monsieur vous a fait beaucoup rire? Vous avez été marié avec lui, il s'appelle Guy Scheller. Ah, il est très drôle, Guy. Il m'a pas tellement fait rire au début, parce que... Pourquoi? Il m'a plutôt fait pleurnicher. Ah bon? Oui, j'étais très jeune et j'étais très... Enfin bref, au début, il m'a pas fait rire. Et après, oui. Et maintenant, il me fait beaucoup rire. Et maintenant, il vous fait beaucoup rire, oui. Plus qu'avant. Et celui-ci, c'est Bernard Blier. Oui. Vous faisait rire? Il me faisait rire. Oui. Alors là, par exemple, vous avez en face Alain Raymond. Et là, il fait l'éloge de Bernard Blier. Pourquoi moi, c'est celui qui m'a toujours fait le plus rire au cinéma. Il y a un côté énorme chez lui. Et puis, il se fait très bien les focus, je trouve. Enfin, il a une façon de faire comme ça les petits yeux, de mimer, de plein de choses, et de ne pas dire vraiment ce qu'il pense. Et dans le film de Woody Harrelson, il était fabuleux, avec des dialogues en bouche extraordinaires. C'était presque un cuisinier du dialogue là, dans sa bouche. Il y a aussi des côtés muets qui étaient très drôles quand il fait parler. Et puis, là, c'est Mitterrand en grenouille dans le Bébête Show. Ça vous fait rire? Quelquefois, il est très drôle, oui. Pas toujours, mais c'est très drôle. Lui, remarquez, Mitterrand lui-même, non pas en grenouille mais en homme, m'a fait rire souvent. Oui, vous pouvez les poser si... Il a beaucoup d'humour. Oui. Il a beaucoup d'humour. Oui. Et Mitterrand, le vrai Mitterrand, vous fait plus rire que la grenouille. Oui, que la grenouille est un peu répétitive, mais Mitterrand lui-même était très spirituel. Oui. Alors, ça, c'est PPDA en guignol de l'info. Alors, je parle de l'ensemble des guignols de l'info. Je ne peux pas dire que ça me fait rire, parce que j'ai fait un procès à... Oui, vous leur avez fait un procès, parce qu'il vous faisait pas rire. Non, il me faisait pas rire. En plus, il m'affichait François Sagan, le mardi de François Sagan, je n'avais plus rien dans cette affaire. Et en plus, il me montrait d'une manière déplaisante et fatale et fâcheuse à l'époque. Donc ça... Ça me faisait pas rire du tout. On est trop vilain, on est trop laid, on est trop minable, on n'est pas... Je trouve pas ça drôle. Bah oui, mais regardez Cabul aussi, et il vous transforme, c'est terrible. Hein. Oui, mais c'est pas pareil que d'attendre tous les mardis quelqu'un qui arrive et qui est ridicule. C'est un côté répétitif et... Bon, et celui-ci, est-ce qu'il vous fait rire? C'est un de vos amis, il s'appelle Bernard Franck. Voilà, me fait extrêmement rire. Oui. Ben justement, l'autre jour, on a lu une page de J.K. Jérôme, on pleurait, on sanglotait comme ça. Vous pleuriez ensemble? Oui. En lisant un livre de J.K. Jérôme, c'est le Mémoire d'un touriste. Et qui est-ce qui lisait Bernard, qui essayait de le lire. Il ne pouvait pas, il pleurait tellement qu'il ne pouvait pas lire. Mais moi, j'avais lu avant, je savais que j'avais pleuré avant. Mais Bernard, on rit beaucoup. Est-ce que Frédéric Dard, San Antonio, vous fait rire? Oui. Mais tout le monde vous fait rire, alors? Ben oui, je suis assez facile. Je suis un peu facile de ce côté. Finalement, vous êtes bon public? Très. Ah oui. Très bon public. Très bon public, oui. Et alors, est-ce que, par exemple, Dubout, les dessins de Dubout, je vais vous donner deux...
Coussicoussa, du bout. Du bout? Coussicoussa. En revanche, Bretéché me fait tort de rire, plein de fond, tort de rire. Enfin, Ben, beaucoup de... Moi, par exemple, je sais pas, est-ce que Cabu du bout vous fait rire? Beaucoup. Pour moi, c'est un des génies du dessin oui du XXe siècle. Pour moi, je l'adore. C'était peut-être... certainement le plus grand dessinateur français pour Volinsky, par exemple, aussi. Oui. Moi, il y a peut-être 20 ans au début, mais maintenant, il y a peut-être une forme de... Je suis peut-être trop habituée, c'est bête. Pour moi, c'est un génie. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir pu l'inviter, puisqu'il refusait toute télévision. C'est vraiment... Alors, je vous signale à ce propos l'ouverture d'un musée Albert Dubout à Palavas-les-Flots. C'est pas la ville où il est né, mais il est devenu... s'est pris de passion pour Palavas, dans une redoute du XVIIIe siècle qui est élevée sur une île. Et on y présentera en permanence 150 dessins et peintures donc, de Dubout. Et puis alors maintenant, dernier, je ne vais pas vous présenter la photo, Cabu. Est-ce que Cabu vous fait rire? Oui, il me fait rire. C'est une chance, hein? Oui, il y a une chance. Il est là. Oui, ah bah oui, Vous savez que Charlie Hebdo a publié un texte de François Sagan pour le premier anniversaire de... Vous êtes au courant? oui, je suis même en retard. Et c'est un grand honneur de l'avoir parmi nous C'est Volinsky pour le qui premier anniversaire du journal. Oui. C'est Volinsky qui va extraquer ça. C'est ça. Un texte, vous allez parler de quoi? C'est secret, non? Non, le thème c'est Pourquoi êtes-vous de gauche? la gauche c'est par où? La Rouge, c'est pas? La Pourquoi gauche, de gauche c'est par où? On demande son chemin, par où? vous voyez. C'est par où? Ah non, ça, je sais pas. Il dit pourquoi êtes-vous Non, de gauche? pour aller à gauche, c'est par Pourquoi où? vous- Pour aller à gauche, c'est par où? C'est ça. Je sais pas ce que m'a dit Volinsky. Ah oui, ne soyez pas hors sujet. Hein. Volinsky m'a dit au téléphone pourquoi êtes-vous de gauche? Pourquoi êtes-vous de gauche? Alors, je m'apprêtais à prendre ma plume de Non, mais toilette. vous pouvez Par où? Ça dire veut dire quoi, vos par où? doutes et vos Ça hésitations. veut dire quoi par où? Quel chemin trouver pour la retrouver? C'est pour circuiter les états généraux du Parti socialiste. Ouh là là, non, c'est compliqué ça. Vous vous mettez dans un mauvais cas, là. Hein. Oui, c'est un pétrin. Vous allez vous faire engueuler par Mitterrand. Non, Non? je ne pas ça. Pas du tout. Bon, très bien. Alors, Cabu, qu'est-ce que vous allez faire au Japon? Ah, ça, je vous imagine pas. L'auteur du Grand Duduche et du Beauf au Japon. Mais mon Dieu. Et justement, il y a des beaufs partout, vous savez. Est-ce qu'il y a des beaufs japonais? Oui, on les appelle les yakuza. C'est les gangsters. Oui. Mais non, je suis allé voir les japonaises. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce pays-là. Tout le reste, on peut s'en passer. Encore que j'espère qu'ils vont arriver à changer les choses, peut-être. Parce qu'ils auraient la technique pour vivre moins bêtement, quoi. C'est des écolos, quand même, quand ils veulent. Quand ils trouvent le moyen de gagner du fric avec. Mais... Alors, vous êtes parti à deux, c'est-à-dire vous pour les textes, vous avez rapporté de votre voyage au Japon, vous êtes resté combien de temps? Je suis allé 2 fois 3 semaines. Ah oui, pas mal. Donc, vous J'ai fait le nord et le sud, vous voyez, à partir de Tokyo. Donc vous avez fait des croquis, des choses vues, des choses notées, des esquisses, des personnages, des portraits. Et puis à côté, court tout le long du bouquin, un texte qui, lui, est très sérieux, de Jean-Christophe Tournebise. Il est là. Et oui, et on apprend beaucoup de choses d'ailleurs. C'est très intéressant parce que il y a des points de vue sur l'économie, sur la société japonaise, sur... Et alors voilà, donc c'est ce mélange. C'est un grand spécialiste de l'Asie. Il a fait un livre sur le Tibet, il a un livre sur la Chine, et il connaît aussi parfaitement le Japon puisqu'il y travaille comme journaliste, je crois qu'on peut le dire, à l'AFP. Alors, Cabu, vous dites à un moment, ça c'est sous votre signature, constat, Édith Cresson avait raison. Oui. C'est vrai, ils vivent comme des fourmis, enfin ils vivent dans des clapiers. Ils vivent comme des dingues, il y a un fourmillement là-bas extraordinaire. C'est vrai, elle avait raison. Ouais. C'est pour ça qu'ils lui en veulent beaucoup d'ailleurs, parce qu'ils croient toujours qu'elle est Premier ministre d'ailleurs. Ils n'ont pas suivi le changement. Oui. Ouais. Et ils disent, mais pourquoi vous supportez une femme pareille qui est un dragon Oui. Et vous ajoutez que c'est vrai que si 126 millions de Français vivaient sur un tiers de notre territoire, le territoire français, parce que c'est ça le Japon. Oui. Alors, ils se battraient, tous les Français se battraient. Et c'est parce qu'ils ont une éducation aussi raffinée, ils se soucient beaucoup de l'autre, quoi, qu'ils arrivent à tenir sur un petit espace comme ça. Oui. Alors, mais c'est surtout la culture qui m'a plu quand même. Parce que je préférerais vivre au Japon qu'aux États-Unis, par exemple, vous voyez. À cause de la culture, parce que même s'ils ont l'air américanisés, c'est superficiel. Et on voit partout des tas de belles choses. C'est-à-dire, les petites choses sont très jolies, mais les villes ou l'urbanisme, par exemple, c'est monstrueux, très, très, très laid, parce qu'il n'y a pas de plan d'occupation des sols, vous voyez, tout est construit anarchiquement. Il manque de place.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Oui, mais en même temps, Tournevis et vous dites, leur train arrive à l'heure, c'est toujours réglé, c'est parfait, il n'y a pas de retard, jamais. Tout marche. Et ouais alors. C'est sinistre. Ah, c'est sinistre. Mais à quel prix, oui, c'est Oui, ça. mais dès que nous, on prend un train qui arrive avec un quart d'heure de retard, tout le monde gueule. Alors, Oui, mais c'est agréable. C'est vrai que c'est un amusant. pays un peu ennuyeux à force, oui. alors Sam Karman, vous revenez du Japon. C'est extraordinaire. oui. Non, il faut dire que vous étiez avec la délégation française du cinéma. Voilà, premier festival à Yokohama, c'est-à-dire Oui. présenter les films français aux Japonais. Oui, On se demande, mais ça a été un succès. oui. Pour- Et alors, ouais. quel est le film qui a été présenté? C'est le... Les films qui ont été présentés, Oui, oh, il y bah, en a- il y en avait plein. Non, mais il y a le grand film comique là, qui obtient beaucoup de Les succès. Visiteurs. Les Visiteurs. Ouais, tout à Et fait. ils ont ri aux Visiteurs ou pas? Ils ont ri aux Visiteurs, absolument. Oui. Mais parce que Les Visiteurs, je crois que c'est plus un film comique qu'une comédie. C'est burlesque. Et donc, je veux dire, c'est compréhensible même sans sous-titres. quoi. Mais votre Les comédies, c'est plus difficile. Les comédies de texte sont plus difficiles. Votre Mais film je a trouve. été- Pardon. Votre film a été présenté là-bas? Le Votre Omnibus court-métrage, oui. Oui. Et ça a marché? Oui, ça a fonctionné parce que là aussi, je crois que c'est pas une question de texte, c'est une question de situation qui fonctionne qui fait un peu. rire. Mais je trouve le bouquin, vraiment, je suis tombé de rire. La première page, et pendant ce temps-là, les Japonais dorment, il faut savoir que c'est vrai. C'est-à-dire que le bouquin de Cabu est formidable, et il est encore plus formidable quand on en revient, parce que c'est vrai. Mais tout son livre est vrai. Ils dorment tout le temps. Ils Dans dorment les- tout le dans temps. les Dès qu'ils ont 2 transports, minutes, Et comment on dit, nous, pendant Ils ce temps, les Japonais travaillent. mais oui, sauf quand ils prennent le train, sauf quand ils prennent le bus, sauf parfois même quand ils marchent. À se demander s'ils ne dorment pas quand ils marchent. Mais parce qu'ils ont 2 heures couramment de transport, enfin pour aller, pour revenir, donc ils dorment dans les trains, ils se lèvent. Vous savez que le soir, ils rentrent très tard chez eux parce qu'ils ont des dîners d'affaires avec les représentants et tout ça. Ils rentrent pas avant, je sais pas quelle heure, complètement bourrés. Et le lendemain, ils se lèvent comme ça à gare, c'est vrai, on les voit. Alors la journée, ils dorment où ils peuvent. Pendant Au le film restaurant. ou à la fin du film? Ah non, pendant le film, ça dure 8 minutes, j'avais de la chance, moi. Il dure 8 minutes. C'est le film que vous verrez tout à l'heure, il dure 8 minutes seulement. Généralement, il rit à la fin, il rit pas pendant. Mais il y a une chose quand même que j'ai trouvé tragique. C'est vrai qu'on ne voit pas de traces de malheur au Japon, mais on ne voit pas de traces de bonheur. quoi. On voit une machine, une mécanique implacable, impeccable. Pour les femmes, c'est affreux, en tout cas. Les femmes, Les Japonaises sont malheureuses comme les pierres. Oui, c'est Moi, j'ai été parce que leurs maris sont jamais là. Ils sont jamais là. Ils sont Vous êtes heureuse alors. Non, elles ont personne, elles n'ont pas d'homme, elles n'ont rien. Oui. Mais alors, attendez, à propos des femmes, Cabu dit ceci: on comprend que ce vieux cochon d'Henry Miller soit mort dans les bras d'une japonaise. Ah oui. Oui, et je crois que les Français sont attirés par les Japonaises, c'est vrai. Vous avez été attiré par les... Ah oui, je Vous trouve êtes qu'elles sont arrivé très à belles. À les attraper, parce que j'étais avec mon frère, et il s'était beaucoup plaint qu'ils passaient leur temps à le laver, ils se lavent beaucoup. Et ils ont tellement plein de savon qu'on ne peut pas jamais mettre la main dessus. Ils se peignaient beaucoup, mais ils il y glissent avait comme tous les une soirs, savonnette. tous les soirs avec les geishas, ils ne pouvaient jamais mettre la main dessus. Jamais. C'était glissé beaucoup. Oui, la savonnette. C'est vrai, enfin, ils se peignaient, ils se peignaient. Ah oui? Oui, ils se peignaient beaucoup, c'était très difficile. Tu sais, je m'aperçois que vous fumez plus. Si, mais j'ose pas. Ah bon? Justement, tu veux en parler. Non, c'est pas une incitation à fumer, mais d'un seul coup, je me dis, tiens, mais parce que je vous ai toujours vu apostrophe en train de fumer, et là, je me dis, Je sais pas, j'ai un moment de panique. Justement, on se disait avant C'était le l'émission. point fumeur, oui. ah oui, c'est quoi fumeur? D'accord. Bon, tout à l'heure, alors. Je considère ça comme une invitation. Et- Absolument. Alors, et la Côte des Français au Japon, la Côte des Français célèbre. Je crois. Les machos, les Français sont pris pour des machos, alors que les Japonais sont plus machos. Nous, on n'a pas tellement de succès. Non, ce qui plaît, c'est toujours le parfum, les Oui. bêtises, quoi. Ils nous- Non, mais je parle des, par exemple, Delon et... Ah oui. les- Non, ce qui marche mieux, c'est comment elle s'appelle Marceau. Sophie Marceau. Oui. Parce que Sophie- peut-être oui. qu'elle Si vous ressemble. avez un film avec une belle petite à présenter, ça marche, c'est bien. C'est- Une belle petite actrice à présenter, enfin une belle actrice, Bah oui, petite ou grande d'ailleurs. Sophie peu importe. Marceau, elle est pas seulement... Non, mais je parle pas de Sophie Marceau, je parle pour les actrices à venir. Ah d'accord. Il y a un créneau là. Mais- Oui. Mais il ne faut pas croire que Mireille Mathieu, c'est fini. Hein. C'est une légende, ça, oui. Oui, Mais curieusement, Jodassin, ça marche encore. oui. Très, très bien. Et Bernard Buffet. Ah oui, il a un musée là-bas. Oui. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un grand magasin, comme tout se passe dans les grands magasins. Les musées appartiennent à des grands Il y a magasins. des clubs. Et François Sagan. Moi, Oui. j'avais un club, Si, je sais pas si. si toujours. Vous avez un club? Oui. On voit des traductions, oui. Il y a des clubs, il y avait un club comme Mireille Mathieu, un club Miss Mariano, il y avait un club sur la scène. Club François Sagan. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se Je réunissent? sais pas. Oui. Ça m'a toujours paru une histoire faramineuse. Il y avait un club.
Mais j'ai vu quelque part que vous disiez que pour eux, vous représentiez la liberté. Oui, pour les femmes japonaises, elles sont toutes venues me voir quand j'étais là-bas, en géniant qu'elles avaient une vie de chien. Vous êtes allé au Japon? Oui. Ah oui. J'étais 10 jours comme ça. Ah oui, donc vous allez voir votre fan club alors? J'ai pas été voir mon fan club, mais j'ai vu plein de japonaises, plein de japonais. Et plein de japonaises étaient très très mélancoliques. Oui. Tout à fait. Puis j'ai même fait une conférence. Et alors, le cabu au Japon, ça vous a plu? Ah oui, beaucoup. Oui. C'est vrai, c'est absolument vrai en plus. Il y a une page magnifique. Le Japon est une secte qui produit des marchandises pour le monde entier. C'est ça. C'est magnifique. Ça, mais c'est ça. Ouais, enfin, pour le peu que j'en ai vu, mais c'est formidable le bouquin parce qu'il est chronologique. C'est-à-dire que je suivais totalement jusqu'à la 25e page, mais comme je suis resté qu'une semaine, ça s'est arrêté. Je suis sûr que je serais resté 6 semaines. Non, moi, ce que je trouve rigolo dans son livre, c'est le texte est très, très pondéré, très bien écrit, avec des belles périodes, un très beau style. Puis au milieu de tout ça, il y a les espèces de dessins banzai, les kamikazes de Cabu, ça fait un effet totalement détonnant. C'est d'une cruauté, c'est formidable. Moi, je me suis régalé. Mais la balance entre le texte et l'image, ça fait un cocktail Molotov assez étonnant. Alors, ça, c'est une idée de Jean-Claude Guilbault, le directeur de la collection, qui veut des contrastes comme ça. J'ai oublié de dire que Cabu au Japon, ça sort aux éditions du Seuil. Et puis vous avez un autre livre qui s'intitule Responsable mais pas coupable, L'écho des savanes, Albin Michel. Il vous a plu, François Sagan? Oui, dur. Là, c'est féroce. Dur, oui. Là, c'est féroce. On peut nous présenter tout de suite quelques dessins. Ça, c'est absolument féroce. Alors là, à propos de faire du sang contaminé, on va voir, je ne sais pas, Garetta par exemple. Voilà, Garetta revient chauffer le sang des veuves sur les tombes. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer après? Voilà, c'est terrifiant. Mais là, il s'en prend quand même beaucoup à la gauche, qui était au pouvoir. Évidemment, il y a le décalage du livre. Ça ne vous gêne pas, François Sagan? Non. Ça ne vous ennuie pas, sans même que Bérégovoy est présent dans cet ouvrage? Je l'ai pas revu, mais... Ah oui, ça, il est présent. Ah bon? Ah oui, ça, c'est sûr. Il est même en couverture. Alors. J'aurais dû le mettre plus gros en couverture. Non, mais Bérégovoy, c'est vrai, lui, il manque d'humour, je pense, hein, non? Pour faire ça, il va un peu manquer d'humour, non? Non, il faut être très courageux pour ce tuer. Pardon? Je crois qu'il faut être très courageux pour se tuer. Ben oui. Est-ce qu'on peut nous montrer d'autres dessins, s'il vous plaît? Je ne vois pas d'autres dessins arriver. Voilà. C'est l'Alliance La Longue Vache-Terre. Voilà. Alors oui, il y en a vraiment qui sont terribles. Hein. J'ai fait ça avant et vous voyez, ça se presse. Il y en a d'une férocité qui rappelle l'assiette au beurre. Hein. Je crois qu'un dessinateur sans... Alors ça, d'actualité, les intermittentes du spectacle, les anciennes femmes de Johnny, les anciennes épouses de Barclay. Ah oui. Vous savez, on est content d'être là plutôt qu'au stade, à la fête de Johnny Hallyday ce soir. Parc des Princes? Oui. Il y a beaucoup de gens. Oh non, avec écoutez, les skinheads. On va parler tout à l'heure d'Emmanuel Berle qui adorait Johnny Hallyday. Ah bon? Alors voilà, on va parler de la télévision. Et avant de parler de télévision, je vous propose, François Sagan, de revoir un document fabuleux. C'est le début d'une interview que vous avez accordée à Pierre Desproges en 1975 pour le petit rapporteur de Jacques Martin, à une époque, je le dis tout de suite, où Desproges n'était pas du tout connu. Donc le petit rapporteur. Quelle histoire. François Sagan, comment ça va la petite santé? Très bien, merci, ça va très bien. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Il n'y a pas de problème? Non, un léger rhume comme tout Paris, mais... Qu'est-ce que je veux dire tiens, pas mal, la robe là, c'est bien. C'est pas mal comme tissu, ça, c'est quoi? Oh, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, je sais pas quoi, c'est une jupe en... Ça pluche pas, ça? Non, ça bouge pas, ce tissu assez sec. Ça se lave comment? Ça se lave à l'eau tiède, ce truc-là, non? Ce genre de... Eh bien, il y a non, ça sert plutôt... c'est plutôt des choses qu'on met chez le teinturier. Ah bon? Ouais, on peut pas... De toute façon, vous avez pas le temps. Moi aussi, quand j'ai pas le temps, je donne des trucs... Au teinturier? Teinturier, ouais. Oui. Sinon, on serait toujours à faire la lessive, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Et les vacances? C'était bien, vos vacances? Vous étiez en vacances, là, je sais pas où. Ah non, là, j'étais pas en vacances, je travaillais, là. Non, mais avant... Ah oui, avant de travailler, j'étais... Avant de travailler, vous étiez étiez en vacances. En vacances. Forcément, oui. Oui, c'était... Il a fait très beau.
Vous avez eu beau temps aussi. Ouais. Oui. Moi, je suis allé... j'ai mon beau-frère qui est près de Limoges, vous voyez. Ah oui, je connais bien, c'est très joli le Limousin. Oui, ça monte, ça descend, c'est chouette. Il y a des cèpes, Oui. il y a des champignons. Là. En ce moment, c'est bien. Il y a des champignons. Et je me suis bien marré avec mon beau-frère parce que... Enfin, je vais vous montrer, j'ai des photos. Voilà. Je les ai là, tiens. C'est des photos qu'on a fait avec... quand j'étais en vacances, avec mon beau-frère. Ça, c'est moi, là. Non, c'est un chien, là, un peu trop. Pardon? C'est un chien, là. C'est pas vous, c'est un chien, là. Ah oui, c'est mon chien, ça. Ah, bah, pardon. Ah oui, c'est mon chien. C'est mon chien. Ça, c'est un copain. Oui. C'est pas mon beau-frère, hein. C'est pas mon beau-frère, Non. celui-là. Et il est sympathique, de toute façon. Ouais. Bon, c'est une interview incroyable. Il m'avait bien eu, ça. Oui, mais alors, vous êtes quand même d'une gentillesse jusqu'au bout. Bah, je me disais, il tournait pas rond, ce pauvre garçon. Je me disais qu'il tournait pas très rond. Je me disais, le pauvre garçon, qu'est-ce qu'on peut. Je sais pas quoi faire pour lui. Oui, parce que vous le connaissiez pas. Pas du tout. Oui. Il m'a dit que c'est un journaliste. Bon, il était là, il lirait son beau-frère ses vacances. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui. Non, mais vous auriez pu vous lever en disant, écoutez, c'est pas intéressant. Non, il était sympathique. Oui. Il n'est pas l'air méchant. Je sais pas quoi faire de lui. J'ai peur que ça dure très longtemps, c'est tout. Oui. Son beau-frère, ses vacances, son chien. Oui. Mais tant pis, je n'allais pas le chasser, le pauvre. Oui. Mais c'est un document étonnant quand même. Ah oui, c'est un morceau d'anthologie, ça J'ai c'est l'air extraordinaire. surtout. Ah non, pas du tout. Non, non. Ah non, pas du tout. Au contraire, vous êtes tellement. Ah non, absolument pas. Non, plus accueillante, lui, non. Oui. Il m'a complètement eu, ce garçon. Il était drôle, d'ailleurs. Ah, il était très drôle. Après, il est devenu quelqu'un de très très célèbre. Mais je crois que dans sa tête, il espérait, il voulait que je le chasse, il voulait être Ben chassé. oui. Oui. Mais oui, mais justement, vous êtes d'une patience infinie. Bah oui, Pas du tout. Il était chez moi, je n'allais pas le mettre dehors. Oui. Après, il vous demande d'ailleurs d'une tisane, je ne sais pas trop quoi. Une tisane du laurier, je sais pas. C'était quand même un document étonnant. Alors oui, dans votre livre, il y a un texte sur la télévision, Oui. c'est le démontage d'un débat. Oui. Et c'est vrai, alors là, quand on lit ce texte, on se dit effectivement, tous les débats se ressemblent à celui que vous racontez. Un petit peu, j'ai un petit peu inventé les personnages, il y en a qui sont absolument vrais. Le type, il se présente au nom du public, qui brusquement dit « Mais pensez au public qui vous regarde, pensez aux Français, ce qu'ils vont penser de vous. » Il y a toujours un qui fait ça. Oui. Et puis il y a celui aussi qui embête tout le monde, puis qui dit « Si j'avais su, je ne serais pas venu. » Oui. Oui, il y a des cas typiques. Oui, non, mais il y a le meneur de jeu, bon, évidemment, mais il y a la victime, il y a toujours une pauvre victime. Oui, qu'on voit une fois. Oui, il y a le provocateur. Oui. Il y a ce que vous appelez le bonasse. C'est quoi le bonasse? C'est celui qui dit, mais il ne faut pas vous dire, oh, finalement, tout le monde est d'accord. On ne dispute pas, tout le monde est d'accord. Finalement, c'est ce qu'il pensait au fond. Alors, ça fiche tout le débat par terre. Oui. Alors, il y a le représentant du public. Alors, il y a le délégué communiste, mais enfin, il est de moins en moins. Hein, Ben si, il est toujours là, mais il a un petit numéro très simple, très sec, qui dure à la montre 3 minutes et demie. L'érudit, etc. Oui, Enfin, bref. Hein, c'est un bon... Celui que j'aime bien, c'est le campagnard. Le campagnard est pas mal. Il est très bien. Oui. Oui. Il a son numéro de campagnard très rodé. Il ne vit jamais à la campagne, mais il est en velours côtelé et il joue le rôle du campagnard. Il a un marron qui pèle avec un grand couteau. Il tire sur sa pipe, il ne fume pas, d'ailleurs, rien dedans, mais il a le rôle du campagnard. Quoi. Alors, Alain Raymond, vous êtes le critique de Télérama depuis combien d'années? 13 ans, je crois. Et vous n'en avez pas marre de regarder la télévision tous les soirs pour faire des papiers? Ne remets pas le fer dans la plaie, si vous voulez me décourager encore plus. Non, oui, il y a des soirs où j'en ai marre, c'est sûr. Ça dépend quel soir. Là, ce soir, ça va, comme je ne suis pas devant mon poste, c'est parfait. Ouais. C'est très bien. Oui, mais alors en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai parce que donc vous publiez sous le titre Les Mémoires de mon œil. Mon œil, c'est le titre de votre chronique de Télérama aux éditions du Seuil. Un choix de vos chroniques de télévision depuis les 3 ou 4 dernières années à peu près. Et quand même, quand on lit ça, on s'aperçoit vous rigolez beaucoup, vous vous amusez beaucoup. Bah, heureusement, parce que c'est déjà assez dur, il faut dire ce qui est, de regarder la télé tous les soirs. Alors si on ne peut pas rigoler, si on ne peut pas en rire un peu quand on écrit surtout, c'est plus la peine de continuer. Mais enfin, je ne suis pas totalement masochiste quand même. C'est vrai que j'aime bien la télévision, sans ça j'arrêterais de la regarder. Et puis il y a des choses que j'aime bien aussi à la télévision, il y a des émissions que j'aime bien quand même. Oui. Mais il y a tellement de choses nulles que plutôt que de monter sur ces grands chevaux et faire des grands numéros d'indignation, j'ai trouvé que c'était mieux d'en rigoler un peu, d'en rire un peu. Oui, mais en même temps, heureusement pour vous qu'il y a des émissions vulgaires, nulles, ratées, etc. Parce qu'autrement, vous serez toujours en train de faire des papiers sérieux sur des émissions intelligentes, par exemple, je sais pas, La Marche du siècle et autres. Et là, à ce moment-là, votre chronique deviendrait très ennuyeuse. Ben oui, c'est un effet pervers d'ailleurs des fois de ce que j'écris, c'est que quand je raconte des émissions assez nulles, mais où je ris moi en les racontant, les gens me disent le lendemain, ah ben c'est dommage
dommage, j'aurais dû la regarder et je la regarderai la prochaine fois. Donc, je l'ai fait inverse de ce que je... Oui, François Sagan. Je veux dire, on n'en est pas là, ce qui est uniquement des émissions passionnantes. Oui, alors évidemment, vous racontez ça dans un style qui est bien à vous, c'est-à-dire... alors vous prenez des colères de temps en temps, c'est vrai que vous poussez des colères quand vous êtes furieux, mais quand même, la plupart du temps, vous vous en amusez. Oui, j'essaye de... je pique des colères quand ça le mérite, puis je pique aussi des colères pour des choses dérisoires, mais qui intéressent beaucoup le critique de télévision, c'est quand la télé ne marche pas, ou le magnétoscope est en panne, ou l'orage est tombé sur l'antenne et ça ne marche plus, voilà, ou l'envie de jeter le poste par la fenêtre parce que c'est vraiment, vraiment trop nul. Alors il y a quelques morceaux qui méritent vraiment le détour, il y a notamment l'interview de Fidel Castro par Jean Edernalier, il y a le Philippe Soler chez De Chavannes, c'était dans Ciel Montmardi. Soler, c'est quelqu'un que j'adore voir à la télévision. J'aime beaucoup voir d'ailleurs beaucoup d'écrivains à la télévision. Soler, on a l'impression qu'on peut le lancer sur n'importe quel sujet. On met une pièce dans la machine, ça y est, ça démarre. On entend presque les cliquetis de la mécanique qui se met en route. Brum, ça y est, c'est parti. On le lance sur n'importe quoi. Moi, je ne me lasse pas de le regarder. Il y a beaucoup de gens comme ça que j'aime bien voir. Alors, il y a un morceau extraordinaire, la visite de Léon Zitrone chez la princesse Marie-Christine de Caen. Où il lui fait un numéro de charme extraordinaire. Il la drague. Enfin, on a l'impression qu'il a fait l'émission pour ça. Pour lui faire à la fin une déclaration d'amour. Ça, oui. C'est fabuleux, oui. Et il va aussi, à un moment donné, il va l'accompagner chez des petites personnes qui sont sourdes. C'est les œuvres de charité de cette brave comtesse ou duchesse. Alors, elle dit quelques mots et on entend Léon qui dit « Ah, j'ai l'impression qu'ils ne vous entendent pas beaucoup ». Évidemment, ils sont sourds. Il est perspicace. Et puis, il y a aussi une chronique étonnante où on découvre que le grand cuisinier Bernard Loiseau est en direct dans 2 émissions, sur 2 chaînes différentes. Ah oui, alors ça c'est tout à fait étonnant. Là, j'ai cru que je devenais fou, parce qu'il m'arrive de zapper d'une émission à l'autre, et il est effectivement dans 2 émissions censées être en direct, il est en même temps dans les 2 émissions. Alors là, c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande... Je est un autre, comme disait Rimbaud, mais c'est vrai que... Et puis alors, il y a un morceau étonnant, c'est le passage de Françoise Sagan à Caractère avec Peter Handke. Oui, alors ça, j'avoue que ça m'avait bien fait rire, exactement, puisque c'était le sujet. Vous racontiez un roman, je crois que c'est Les Faux Fuyants, et vous disiez qu'en l'écrivant, vous aviez demandé si on riait à chaque fois. Et vous aviez quelqu'un à côté de vous et vous disiez des phrases. Et si la personne à côté de vous riait, là, vous continuiez. Alors, vous avez raconté ça longuement. Et Peter Handke, ça l'a fait pas rire du tout. Et il avait dit, c'est complètement idiot, on n'écrit pas un roman en essayant de te faire rire, c'est nul, il vous avait complètement écrabouillé. Je me souviens, vous étiez là comme ça, c'est bien la dernière fois que j'essaye de faire rire. C'est vrai. Et vous vous sentiez humilié ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que j'avais trouvé très beau? Vous étiez embêté ou pas? Non, pas du tout. Je trouvais ça cocasse parce qu'il était déchaîné. C'était pas tellement important, je veux dire. Il était déchaîné. En écrivant, on ne doit pas faire rire et patati patata. Il est un peu doctrinal, quoi. Oui. Ce que j'avais trouvé très beau de votre part, non, c'est qu'après lui-même a dû raconter son livre et il avait beaucoup de mal à raconter et c'est vous qui l'avez aidé. Vous lui avez tendu la main et c'était très bien. Vous n'étiez pas rancunière. Non, en fait c'était une vengeance affreuse parce qu'il y a rien de pire finalement que de vouloir démolir quelqu'un qui après vous aide. C'est extrêmement. Oui. Non, ça m'était. Je sais pas, j'avais d'autres soucis. Oui. Est-ce que vous pourriez devenir, par exemple, comme Daniel Schneiderman dans Le Monde, un critique quotidien de la télévision? Je ne crois pas. J'aurais beaucoup de mal. Je l'envie, je lis sa chronique tous les jours. J'ai l'impression qu'on ne peut plus faire que ça et penser qu'à ça. Déjà, moi, j'ai l'impression que j'y passe beaucoup de temps dans l'univers de la télévision, qui est un univers quand même un peu curieux, oui, obsédant. Et quand on fait ça tous les jours, je me demande combien de temps il va tenir avant de disjoncter. Parce que c'est vrai que c'est vraiment dur, quoi. Non, moi, je ne crois pas que je pourrais. Oui. Sincèrement. Je trouve très bien le rythme hebdomadaire. Je me fais mes petits programmes chaque semaine, je fais ma petite tambouille dans mon coin, ma petite cuisine, et puis j'écris tranquillement. Alors, est-ce que les directeurs de chaîne, les producteurs, les animateurs protestent quand vous les... Ça arrive, oui. J'ai quelques coups de fil, j'ai des lettres d'insultes sublimes, ça m'est arrivé, que je garde parce que très belles, très bien écrites. J'ai des coups de téléphone de réalisateurs ou de producteurs qui me menacent de procès, fous furieux, enfin bon. Mais de moins en moins, parce que je crois qu'ils ont compris un peu la règle du jeu. Et puis bon, je crois que c'est un peu normal, finalement, c'est le droit de la critique. Hein. Oui. Mais est-ce que vous aimez la télévision? Oui, mais quand on me pose cette question, j'ai envie à chaque fois de demander, mais est-ce que la télévision m'aime, moi? Parce que finalement, et puis qu'est-ce qu'elle aime en moi? Parce que j'ai l'impression que la télévision se fait une image, pas seulement de moi, mais les téléspectateurs, comme des beaufs ou des abrutis, et
aime en nous ce qu'il y a de moins aimable, de plus bête. Et donc, moi, j'ai un peu l'impression que j'ai envie qu'on m'aime pour autre chose, que la télévision aime en moi autre chose qu'elle ne cultive pas assez. Cela dit, bien sûr, j'aime la télé. Sans ça, je vous dis, je ne suis pas complètement masochiste, donc je l'aime quand même, oui. J'aime les images surtout. J'aime beaucoup, beaucoup les images. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche souvent à la télévision, c'est que la télé n'aime pas assez les images, ne fait pas assez confiance aux images, n'a pas assez d'imagination. Et il n'y a pas de vraie culture de l'image à la télévision. C'est quelque chose que je trouve d'assez désolant, comment elle massacre elle-même elle se massacre elle-même, la télé. Comment elle n'a pas le goût des images? Oui, mais en même temps, pour dire ça, vous êtes obligé de parler. Eh ben oui, exactement. Oui, je le dis en parlant, mais je le dis aussi en écrivant. Oui, c'est vrai. Oui, mais vous servez toujours de mots. Oui, bien Parce sûr. que les images, il n'y a pas de mots, là. Ah ben, il y a les images, c'est des images avec du son quand même. Ouais, C'est des images, une image toute seule, c'est... Bien, alors vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la 500e ou 600e émission d'Apostrophe, j'avais fait un faux apostrophe je m'en souviens, pour la télévision commerciale, où il y avait d'ailleurs Solers, il y avait Bodard, et on distribuait à la fin, on distribuait, je ne sais plus quoi, des cocottes minutes ou des réfrigérateurs, etc. Alors aujourd'hui, je vous propose une version moderne de Bouillon de culture, un bouillon de culture vraiment à la mode d'aujourd'hui, qui s'intitule Culturlu Tutu. Bonsoir à tous, merci pour cet accueil si chaleureux et surtout merci pour tous ces applaudissements. Ma première invitée, c'est l'excellente romancière Irène Frein. Et mon second invité, c'est le grand comédien Jacques François. Irène, ça va? Très bien. Et Jacques-François, ça va aussi? Pas mal. Eh bien, je vous invite à vous asseoir. Irène, pourquoi avez-vous choisi ce métier d'écrire? Parce que c'est cool, j'hallucine quand j'écris, c'est mon trip, je sors mes tripes, c'est cool, ça m'éclate, c'est cool. Et Jacques-François, pourquoi avez-vous choisi ce métier de la comédie, que ce soit au théâtre ou au cinéma? Par paresse. Parce que j'étais convaincu qu'au théâtre ou au cinéma, on devenait célèbre très très vite, on gagnait des milliards en ne foutant absolument rien. Je crois que ce livre des vies que vous avez, roman, document que vous avez publié il y a quelques mois, je crois très sincèrement que c'est votre meilleur livre. Absolument, complètement. Je trouve aussi que c'est très très loin son meilleur livre. Ouais. Alors, je dois dire que je l'ai relu là, avant de venir faire cette émission, et toutes les pages sont excellentes, mais alors, il y en a vraiment une, il faudrait que je la retrouve. Attendez, voilà, c'est la page 183, c'est une page sublime. Moi, la page 183, je la trouve pas mal, mais je trouve que ça n'a aucun rapport avec la page 228, qui là, vraiment, c'est fantastique. Enfin, Jacques-François, votre meilleur film, enfin en tout cas pour moi, c'est incontestablement Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle. Oui, c'est un très grand film. Je suis pas d'accord pour Les Trois Mousquetaires. Vous préférez un autre film? Les Grandes Manœuvres. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu Les Trois Mousquetaires. Ouais. Voilà. Ça tombe bien, nous allons nous faire plaisir. Nous allons vous admirer dans Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle. Et Jacques-François, vous y jouez le rôle, vous vous rappelez, d'Aramis. Enfin, Porthos, si vous aviez cette somme, qu'en feriez-vous? J'organiserais un repas mémorable. Ne vaudrait-il pas mieux penser aux nourritures spirituelles? Moi, j'engagerais un valet. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Je veux dire que dans cette citation latine, à la fin, vous êtes vraiment admirable et vous méritez ces applaudissements. Je vous remercie. Alors, je vous propose à tous les deux d'élever un peu le débat. Oui. Je vous propose cette admirable pensée de Pascal. Personne ne parle en notre présence comme il parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie. Là, c'est de Pascal.
avons-nous une chance de vous applaudir à la rentrée, Jacques-François? D'applaudir, je ne sais pas, mais vous avez une chance de me voir dans une pièce de Jean-Louis Bourdon, une nouvelle pièce qui s'appelle Le landau qui fait du bruit, que nous avons créée à la Criée chez Maréchal et ensuite à Paris. Eh bien, on vous applaudit d'ores et déjà. Et nous terminons cette émission, bien entendu, par les questions rituelles. Irène Frein, quel est votre mot préféré? Nul. Jacques-François? Merci. Le mot que vous détestez? Hyper épatant. Peut-être. Merci à tous les deux. Merci d'avoir bien voulu accepter d'être mes invités. Je crois que vous avez été deux invités particulièrement brillants et vous méritez ces applaudissements qu'on ne va pas vous ménager. Bon, bah, Voilà. aussi, Ah non, ah, n'applaudissez pas. Ah non, tombé dans le piège, là. Exactement, tant mieux. Alors, je vous signale que Jacques-François, qui a joué dans vos pièces, Oui, François oui, Sagan, qui est absolument, un acteur heureusement. délicieux, il a publié des souvenirs il n'y a pas si longtemps. Il rappelle que c'est un livre tout à fait amusant. Et puis, on peut, si vous voulez le revoir dans Les Trois Mousquetaires, dans Une Belle, vous pouvez vous procurer évidemment la cassette. Oui, mais vous savez que finalement, je m'aperçois, c'est pas mal d'arriver sous les applaudissements. Je trouvais ça très Ça stimulant. vous a fait quelque chose, hein? Vous avez encore rien dit et on vous acclame. C'est formidable. Oui, il ne faut pas trébucher. Hein? Il ne faut pas trébucher. Il faut faire Les animateurs de ce style-là, ça finit mal. Hein. J'ai Non, fait non, un c'est truc, pas. Oui, c'est vrai. Enfin, il y en a un, mais à part ça, les autres continuent. Mais on les voit pas là. On va en arriver là, vous croyez? Oui. Et est-ce que vous aimeriez arriver comme ça Oh sous, non, oh non. sous les applaudissements? Non. Je ne sais pas de trébucher, je sais pas quoi. Non. Parce que j'aurais aimé vous faire. Oh non, non, non. Et puis il y avait des jeunes qui applaudissaient. Oui, j'ai vous vu, savez, c'est le public qui applaudit. Par exemple, là, on a une assemblée un peu plus âgée, je ne vous le cache pas. Ce qui est très fort maintenant, ce sont les pubs où on applaudit. Je ne sais pas si vous avez vu ça, et où il y a des rires préenregistrés maintenant. Je croyais qu'il y avait des rires préenregistrés seulement dans les émissions de variété, comme tout le temps. Maintenant, il y en a même dans les pubs. Ce qu'il dit est totalement nul, mais il y a des rires préenregistrés. C'est un beau monde. C'est vrai. Monsieur Niemann, est-ce qu'en Angleterre, il y a aussi des émissions avec beaucoup de rires, d'applaudissements, de... Usually when conservative En politicians général, quand il s'agit de There is a lot of politiciens canned du Parti laughter. There's always conservateur, been oui, canned laughter. les gens rient beaucoup. With radio, Mais non, en fait, ces rires préenregistrés, ça Benny existe Hill, depuis I think longtemps. possibly in about 1956. Benny Hill, en And he was part of my musical education. I 1956, first heard je the word pense, madrigal il coming faisait out of the partie mouth of de Benny mon Hill. éducation musicale. J'ai But, entendu le mot madrigal interestingly sortant de la enough, bouche de Benny Benny Hill. Donc j'ai appris quelque chose en regardant ces émissions, mais il est devenu très connu dans tous les pays du monde, sauf l'Angleterre. En fait, il a été pratiquement interdit en Angleterre vers la fin parce que pour le public, ces émissions étaient sexistes. Mais pour moi, quelqu'un qui court après les jupes comme ça, ça fait rire, mais ça ne fait pas rire autant que les hommes politiques. Et les politiciens, justement, qui géraient la télévision, trouvaient que ce n'était pas comme il faut de voir Benny Hill. Alors, Mireille, pourquoi votre mari, Emmanuel Berl, écrivain, intellectuel, dès 1954, il y aura bientôt 40 ans, je dis bien aux téléspectateurs, il y aura bientôt 40 ans, c'est donc au début de la télévision, il n'y avait encore pas beaucoup de postes de télévision, pourquoi s'est-il intéressé à la télévision au point de faire une critique de cette même télévision dans la Nouvelle Revue Française? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai imposé la télévision chez moi, j'ai acheté une télévision, et parce qu'il n'en voulait pas naturellement, et puis je me suis aperçue que petit à petit, tout l'intéressait. C'est-à-dire qu'un jour, je revenais du petit conservatoire. Qu'est-ce que tu penses de Dutronc? Dutronc? Tu ne connais pas Dutronc? Et tout comme ça. La chanson de Johnny Hallyday, tout. Il savait tout sur la télévision. Ça l'amusait, ça l'intéressait, ça l'intriguait. Et puis, voilà, j'essayais de le faire chanter, mais ça n'a pas marché. Oui. Mais ce que je remarque, c'est qu'il a pris tout de suite la télévision au sérieux. Ah oui. Ah oui. Alors qu'à l'époque, déjà, je vous rappelle, les intellectuels disaient c'est rien, c'est nul. C'était tellement sérieux que, comme il regardait tout, un jour je suis revenue et puis je l'ai trouvé dans la cuisine
dans un état effroyable, en train de faire un poulet cocotte, parce qu'il avait vu Raymond Oliver à la télévision faire le poulet cocotte, et qu'il voulait me faire une surprise, et enfin, c'était un vrai désastre. Ouais. Mais il regardait tout, il savait tout, c'est vrai. Ouais. Est-ce que je peux dire une petite chose, le rapport entre lui et moi? J'étais très près de lui un jour, et puis je suis devenue pâle, très pâle. Alors il a eu peur, il m'a secoué. Mais qu'est-ce que tu as? Et j'ai dit, je suis en train de réfléchir. À quoi il a répondu, arrête ça tout de suite. Comme ça a été fini. Ah oui, c'était comme ça, vos rapports? Oui, ah oui, c'était comme ça. Ah oui, ben... Réfléchissez pas. Mais enfin, c'était malheureusement que 40 ans. Alors, l'éditeur François Bourin publie des recueils de chroniques de télé de 1954 à 1971 d'Emmanuel Berle, présentés par Bernard Morlino, sous le titre « Un téléspectateur engagé ». Et alors, ce qui est vrai, c'est que, vous venez de le dire, il s'intéresse à tout. On le voit très bien dans ses chroniques, aux journaux de télévision, mais aux émissions de variété, évidemment aux dramatiques, enfin bref, à ce qu'on n'appelait pas encore les téléfilms, etc. Et c'est vrai que, par exemple, Johnny Hallyday, contrairement à Cabu qui ne l'aime pas, ben Johnny Hallyday, il est absolument fasciné par Johnny Hallyday. Impressionné terriblement. Je me suis fait aussi là... houspillé parce que je ne connaissais pas bien Johnny Hallyday comme Dutronc. Ah non, mais moi je pensais qu'au contraire c'était vous qui l'aviez initié à Johnny Hallyday, à la chanson. Non, c'est lui qui me critiquait, qui n'était pas content parce que je ne connaissais pas assez bien les chansons, il savait tout. Oui. D'ailleurs, après, Françoise Hardy venait le garder quand j'allais au petit conservatoire, et il savait tout sur la chanson, il savait tout sur tout. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne savait pas? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ait pu imposer, enfin je ne sais pas, imposer, le mot est peut-être trop fort, mais à la Nouvelle Revue Française, qui est quand même une revue extraordinairement sérieuse, c'est pas François Sagan que je l'apprends, une rubrique sur la télévision en 1954, c'est incroyable. Ouais. Hein? Il se doutait que ça allait devenir une arme. Voilà. Alors, contrairement à tous les autres, il a vu que ce serait quelque chose de très important. Oui, tout de suite. Il a compris. Ah oui, tout de suite. Ouais. Et il a compris tout de suite les dangers de la télévision. Aussi, tout de suite. Alors, par exemple, danger pour les écrivains. Il a compris tout de suite que les écrivains, ils allaient devoir pas seulement savoir écrire, mais aussi savoir parler. Ah oui, oui, ça c'est... Lui ne voulait pas, jamais, enfin ça l'ennuyait, il n'allait pas, il ne se dérangeait pas. D'abord, il était toujours couché, il écrivait couché dans sa chambre, mais il regardait sa télévision tout le temps. Oui. Il savait tout. Ce que je ne savais pas, moi, je regardais... Je voulais le faire chanter, mais seulement il chantait faux, alors on n'allait pas. Bon, vous avez fait chanter tellement de gens, c'est pas la peine de faire chanter votre mari en plus. Mais je voulais essayer quand même un peu. Oui, alors ce qui est vrai aussi, c'est que c'est pas du tout un intellectuel sectaire, Alain Raymond. C'est vrai, oui, il a une curiosité extraordinaire, on ne peut pas vraiment savoir quels sont ses... Enfin, il n'a pas de grille, quoi, préétablie. Et c'est vrai que vous parlez du texte sur Johnny Hallyday, moi j'étais épaté par cette espèce de chant pour Johnny Hallyday où il le compare à Dionysios, enfin c'est extraordinaire, et ça date de 63 ou 4 je crois, enfin c'est hallucinant. Et moi ce qui me frappe beaucoup dans ces chroniques, et pour notre métier à nous, ça nous pose une sacrée question, c'est qu'on a l'impression que la période pendant laquelle il écrivait, c'était pour nous l'âge d'or de la télévision. Les années 60. Et lui, il n'arrête pas de dire « le niveau baisse ». Le niveau baisse, oui. Et il commence toutes ses chroniques par « ça y est, on est encore descendu plus bas cette semaine ». Oui. Alors, s'il venait aujourd'hui, l'émission que vous venez de montrer, là, le pauvre, il s'est alors totalement accablé, il ne pouvait même pas imaginer ça. Mais alors, nous, on n'arrête pas de dire aussi « le niveau baisse ». Mais jusqu'où on va descendre? Oui, c'est peut-être une fausse idée qu'on a. Mais le niveau a baissé sur certaines choses, mais il a grimpé. Par exemple, l'information, c'est évident que l'information a quand même aucun rapport avec ce qu'il voyait à l'époque, quand même. Le niveau a singulièrement monté. Là. Mais je me demande si c'est une question pour nous aussi. Est-ce qu'on n'a pas tendance à dire trop facilement le niveau baisse? Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que l'intellectuel qu'il est, il n'est pas du tout pour des chaînes, enfin il y a une chaîne à l'époque, pour une chaîne culturelle. Il dit ceci: je suis pour Interville, donc de Guy Lux, et non pas contre. Mais je suis persuadé que Shakespeare et Corneille peuvent plaire aux Français non moins que Guy Lux. Il est pour Guy Lux, mais il est à côté pour Molière ou pour d'autres émissions. C'est-à-dire qu'il aime une chaîne équilibrée.
Et il a une définition d'ailleurs de la culture à la télévision. Il dit c'est une émission belle et réussie. Qu'elle soit de variété, de jeu, c'est une belle émission réussie. Il ne veut surtout pas la culture avec un grand K, c'est pas ça. Et je crois que vous faites allusion à cette phrase. Je crois bien que je préfère un palmarès des chansons à un Interville authentique à un Montesquieu ou un Shakespeare frelaté. Voilà. Mais je ne me résigne pas à ce choix. Le public n'est pas si bête que ces messieurs se le sont mis en tête. En vérité, il a commencé une discussion, une polémique qui n'a cessé ensuite. Ah oui, non, mais ce livre est absolument passionnant. Et vous disiez qu'il avait bien vu les dangers de la télévision. C'est vrai pour les écrivains, il le dit pour la politique aussi. Il s'interroge longuement parce qu'il a vu tous les face-à-face de la campagne électorale de 1965, il la raconte très bien. Il voit très bien, il a cette phrase sur Mitterrand d'ailleurs qui est assez étonnante. Il dit, cet homme qui est sincère, en gros plan, à la télévision, il n'a plus l'air sincère. Pourquoi ? Et il développe toute une théorie sur la politique à la télévision. Il dit aussi, il a très bien vu les dangers de la concurrence des chaînes. Il n'y avait que 2 chaînes à un moment donné. Oui, en 70, là. On parle d'une 3e chaîne, et il dit, je suis sûr que la concurrence n'aiguisera pas la différence, mais tout le contraire. C'est-à-dire que plus il y aura de chaînes, plus on fera tous la même chose. Et il avait... C'est quelqu'un de très drôle très bien aussi. C'est quelqu'un de très amusant, bourré d'humour. J'ai déjeuné une fois avec lui, je me rappelle, j'étais très très amusant. Oui. Ah oui, il était très spirituel. Ah oui. Mais vous n'aviez pas parlé de la télévision. Non, pas du tout. On avait parlé de ce roman, de Sylvia. Vous aimez beaucoup. Moi, j'avais toujours un problème avec les amis de Théodore, parce que comme c'était... C'est son surnom, Théodore. Vous l'appeliez Théodore, il faut le savoir. Ah oui, pardon. Oui. Je ne sais pas dire autrement. Parce que la première fois que je l'ai vu, il voulait déjeuner avec moi. Il avait demandé à Jean Nohain de faire le déjeuner parce que Jean Nohain faisait des échos dans Marianne. Et c'était la façon de me rencontrer. Et je ne voulais pas. Et après le déjeuner, ça m'avait agacée. J'avais dit à un Théodore pareil, je ne voudrais plus jamais le voir. Et j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ça n'a duré que 40 ans. Mais il savait tout pour les chansons aussi. Je l'appelais, je lui montrais, il savait. Je comprenais tout de suite, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas enlever ces mesures-là qui ne valaient rien. Est-ce que vous vous disputiez sur la télévision déjà? Est-ce que vous engueuliez en disant on n'est pas d'accord? Pas tellement. Non? Non. Vous aviez à peu près les mêmes goûts? Non, oui. Ouais. Ça, je comprenais ce qu'il m'expliquait, ce qu'il disait. Mais oui, c'est vrai, il a raison. Mais certains de vos amis ne trouvaient pas quand même un peu décevant que le grand Emmanuel Berl s'intéressât à la télévision? Non, je ne crois pas. Vous savez, quand je revenais du petit conservatoire, je trouvais les 2 petits-enfants de Picasso, les 2 petits-enfants de Camus. Il y avait toujours, ça se passait comme ça, Cocteau habitait la maison. Alors Théodore et lui, sur l'escalier, dans l'escalier, à 2-3 heures du matin, en pyjama, je les retrouvais tous les 2, j'allais les chercher Théodore, en train de discuter sur les émissions de télévision, comme ça, c'est tout le temps. Enfin, voilà, Emmanuel Berl, vraiment, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont fait des chroniques sur la télévision aujourd'hui, et il y en a aujourd'hui encore, mais vraiment, c'est le premier. Ah oui, et puis d'avoir un tel, quelqu'un d'aussi important dans l'histoire de notre profession à nous, ça nous rend très important. Cela dit, je remarque qu'il écrit, ça vous donne ça. Exactement. Mais il écrit à la fois pour Candide et pour la NRF, et je m'aperçois qu'il n'écrit pas de la même façon pour le nouveau Candide que pour la NRF. Il est beaucoup plus prime-sautier, rigolo dans le nouveau Candide. La NRF, c'est quand même un peu plus sérieux. Le cinéma, François Sagan, là vous faites le portrait de Catherine Deneuve, donc d'Ava Gardner. Pourquoi? Parce que j'ai écrit cet article quand elle est morte. Ça m'avait fait, je me sens très triste. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de comédiennes qui meurent. Ah, que je connaissais, j'avais rencontré. Vous l'avez rencontré. On s'est bien amusé. Oui. Et puis, bon, Catherine Deneuve, vous vouliez savoir finalement... C'était la revue L'Égoïste que Nicole Gistac m'avait demandé de faire un interview de Catherine Deneuve. J'ai vu, c'était très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'elle parle peu, je comprends très bien. Elle parle peu. Oui, mais vous aussi, vous parlez peu. Alors, oui, justement, c'est d'autant plus difficile. Oui. Et pourtant, ça donne un papier très réussi. Oui, mais j'ai eu du mal, là, vraiment. Oui. Oui. Il y a une tirade sur le cinéma. Et puis pour Fellini, alors là, vous êtes vraiment subjugué par Fellini. Ah oui. Hein? Oui, mais il est subjugueur. Parce qu'il vous a amusé, il vous a... Parce que... Il vous a séduite. Je savais des chitas, tous ces gens roulaient autour de lui, parce qu'il m'a pris sous le bras, il m'a emmené déjeuner avec toute sa famille qui suivait dans les voitures, dans les montagnes
près de Rome. Il est tellement plein de hasard, c'est vrai. Ouais. Et puis il est drôle et charmant, intelligent, quoi. Il est très intelligent. Puis si on a vu ses films, on ne peut pas ne pas courir derrière. C'est vrai. Alors, Sam Karman, je disais... Merci de la transition, oui. Oui, Fellini derrière, pourquoi pas, vous pouvez devenir un très bon Fellini. Alors, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes comédien au théâtre et au cinéma, parce que vous avez joué dans Cuisine et Dépendance et au théâtre et au cinéma, et puis vous êtes l'un des inspecteurs de Navarro, avec Roger Hanna. Donc... Et puis, vous avez donc fait ce film, Omnibus. Vous aviez, metteur en scène de théâtre, vous vouliez depuis longtemps vous essayer au cinéma ? Oui, c'est vrai que j'avais envie, mais il fallait que je trouve l'occasion. Et puis l'occasion s'est trouvée parce que c'est une histoire de potes, hein, cette histoire-là. Moi, je la trouve magnifique pour ça, parce que vraiment, on a voulu se... Qu'est-ce que vous appelez une histoire de potes ? Une histoire de potes avec Christian Roth, avec Daniel Rialet, avec Jacques Martial. Enfin, tous ces gens-là sont des gens que j'ai rencontrés sur Navarro. L'équipe technique que j'ai rencontrée sur Navarro, ils sont venus pendant une semaine. Mais qui a eu l'idée de ce... Si on le savait. Vous ne saviez pas. Si on le savait. Non, l'idée, d'abord, c'est au départ une petite histoire vraie, c'est-à-dire que ça se passe comme ça dans les trains. Il y a des moments de panique. Il y a eu des témoignages, Christian a eu le témoignage d'une personne comme ça qui était absolument terrorisée, paniquée, parce qu'il y a eu un horaire, et sa vie semblait bouleversée, peut-être pas au point du film. Mais ça, on part sur un drame. Quand on parlait des gens qui font rire, on parlait de Bernard Blier tout à l'heure, mais c'est le tragique de Bernard Blier qui fait rire. Il est tragique et c'est pour ça qu'il est drôle. Et ce film, je l'ai démarré avec ses copains et je leur ai dit, on joue un drame total. C'est un drame total jusqu'à la fin. Ouais. Et alors, vous attendiez à pareille récompense Comment ? Mais bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non. Et est-ce que ça vous ouvre les portes pour une mise en scène alors d'un grand film ? C'est le succès de... On serait tenté de le croire. Quand j'en serai à la copie zéro de mon long métrage, entre le temps passé entre maintenant et la copie zéro, je vous dirais oui, j'ai eu de la chance ou pas. Ouais. Si le temps est très long, j'aurais eu pas de chance. Si le temps est raisonnablement court, j'aurais eu de la chance. Alors, je vous avais dit, c'est mon cadeau pour la 100e de Bouillon de Culture. Voici donc ce court-métrage qui, je vous rappelle, a obtenu la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar à Hollywood. C'est quand même c'est un coup double assez extraordinaire. Bon, et bien donc, vous allez le voir, il s'appelle Omnibus. C'est 8 minutes. 8 minutes, effectivement, de tension, 8 minutes d'humour et 8 minutes de bonheur. Omnibus. Billet, s'il vous plaît. Vous avez le complément jusqu'à Dèvres? Comment ça? Votre abonnement est sur Boulogne-Cateau-Cambrésis. Ce train est direct jusqu'à Dèvres. Vous avez le complément? Vous n'avez pas le complément. Je vais vous le faire, mais je suis obligé de vous dresser un procès-verbal. Mais non, monsieur, je descends à Cateau. Vous ne pouvez pas descendre à Cateau. Ce train est direct jusqu'à Dèvres. Pas le 9h06? Si. Le 9h06 s'arrête à Cateau, monsieur. Je le prends tous les jours depuis 6 mois. Non. Ne me dites pas qu'il est direct jusqu'à Dèvres. Il est direct après, peut-être. Mais celui-là s'arrête, enfin. J'en suis sûr. Je suis dedans. Vous travaillez peut-être à Cateau-Cambrésis, mais moi je travaille dans ce train et je vous confirme qu'à dater du 02-01-92, le 9h06 est direct jusqu'à Dèvres. Ensuite, il dessert les gares de Chapeau-Rouge, Landrécy, Avesnes-sur-Helpe et il arrive à Saint-Omer à 11h16. Le 02-01-92, c'est aujourd'hui, c'est depuis aujourd'hui? C'est ça, c'est maintenant, c'est le 2. Donc 15 francs 50 pour le complément, plus 100 francs pour l'infraction, ça vous fait 115 francs et 50 centimes, chèque ou espèce? Mais c'est pas possible, on change pas les horaires comme ça. C'est arbitraire. Le 1, peut-être.
Mais pas le 2. Le 1 du mois, on se méfie, madame, mais pas le 2. C'était écrit sur le tableau d'affichage. J'ai vérifié. Il faut regarder, monsieur. Le seul qui s'arrête à Cateau-Cambrésis, c'est le 8h35. C'est ça? Sinon, à Dèvres, vous avez un service de car pour vous ramener là-bas. Mais c'est... Je peux pas, faut que je descende. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Et quelle heure il est? Mais c'est catastrophique. 115 francs et 50 centimes. Oui, oui, je vous donne ça tout de suite, oui. Il faut que je vous parle. Monsieur, vous êtes marié, vous avez des enfants. Moi, oui, je suis marié, j'ai 2 petits. Mais mon ménage est fragile. Et ce travail-là, c'est tout pour moi. Je suis à 2 doigts de me faire licencier. C'est Richie. C'est Richie. Il peut pas me supporter, je sais pas ce que j'ai fait, c'est comme ça, il me hait. Il m'a déjà collé 2 avertissements. Monsieur, le car même à fond, il met au moins 30 minutes. C'est impossible. Je serai mise à la porte. Il n'attend que ça. Monsieur, ma femme va me quitter si Richie me fait perdre mon emploi. Sûr, elle me quitte, elle me quitte. Et les enfants? Vous avez pensé à mes enfants? La DAS, c'est la DAS qui les attend, puisque ma femme ne travaille pas et que j'ai un crédit sur le dos. Que je ne pourrai plus payer une maison superbe dans un lotissement, une maison sans femme, une vie brisée, monsieur. Des beaux-parents haineux qui voudront la garde des enfants. Je vous en prie. Laissez-moi descendre à Cateau-Cambrésis. Je ferai vite, on verra rien. C'est toute ma vie qui est en jeu. Je vous en supplie. Cateau-Cambrésis. Ouais, mais moi, je peux rien faire, monsieur. C'est pas moi qui peux arrêter ce train. C'est pas possible. Remettez-vous, monsieur. Je vais vous emmener voir Hérol, vous verrez bien ce qu'il vous dira. Hérol? Hérol, oui, le conducteur. Il est avec lui. Mais je vous promets rien, hein. Allez, venez. Hérol, je t'envoie du monde. Je vais te donner votre vie, mais c'est Monsieur Hérol? Ah, c'est beau, hein? Moi, je travaille à Brignoux, le petit minois. Le train ne s'y arrête pas, mais je le sais. Il suffit de le savoir. Vous êtes bien gentil, mon petit monsieur, mais je peux rien faire pour vous. Vous voyez bien qu'on est contrôlé, là. J'ai compris. On ne peut rien pour son prochain quand on a la sécurité de l'emploi, c'est ça? Mais c'est pas ça, c'est qu'on peut rien contrôler les chroniques, c'est tout. Le monde peut mourir à vos pieds, vous restez sur vos rails. C'est triste. Hein? C'est triste. Ah, mais je peux pas m'arrêter. S'il vous plaît. Cateau-Cambrésis, s'il vous plaît. Je peux pas m'arrêter, mais je peux ralentir. Comment ça? Vous savez courir? J'ai fait 13 secondes 4 au jeu à terre de Clessouilly. Ça tombe bien, vous allez le prouver. Bon, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, hein? C'est parti pour le compte à rebours. On commence à 50. J'y vais. Vous voulez vous tuer? Je vous ai dit 10 km/h, c'est la vitesse d'un vélo. J'ai jamais sauté d'un vélo. 40. 35. Ça va? Très très bien. Ah! Non! Si vous avez besoin de moi, je m'appelle Jean-Louis Martichoux. Ok. Oh, regardez. Eh ben, les gars, vous avez failli le rater, hein?
Ça, on peut applaudir, je crois. C'est une fable, en fait. C'est l'enfer qui n'a pas d'être de bonne intention. Alors, Michael Nyman, vous êtes compositeur, musicien, chef d'orchestre, et c'est vous qui avez composé la musique du film de Jane Campion, La leçon de piano, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Finalement, on est que dans les Palmes d'Or, là, ce soir. Est-ce que... Alors, je suppose que ça devait être particulièrement difficile d'écrire la musique de ce film, parce que l'héroïne est muette, donc vous deviez raconter tout ce qui se passe en elle à travers la musique. C'est encore plus compliqué que d'habitude, je suppose. Yeah, it was, Oui, en fait, plus j'y pense et plus j'en parle, et j'en parle beaucoup depuis 2 jours, plus ça semble être compliqué, rétrospectivement. Il y avait le personnage joué par Holly Hunter, personnage muet, pour une raison qu'on ignorait, que j'ignorais. Il fallait que je confronte ce fait-là, la personne de Holly Hunter qui joue le piano. Il était vraiment très important que l'actrice elle-même joue, parce qu'elle s'exprime par la musique. Et il fallait que cette musique sorte vraiment d'elle-même et non pas de l'entourage. Et je fais une distinction entre ce film et Tous les matins du monde, où il est tout à fait évident que Gérard Depardieu ne joue pas son instrument. Ce n'est pas la même chose. Et on n'a pas cette même passion du jeu, de la musique. Il y a aussi cette complication supplémentaire de l'année. Nous vivons quand même dans une société de 1992 à l'époque, 13 maintenant, et il a fallu que je crée quelque chose de 1850. C'est une musique de ce siècle ou du siècle dernier? C'est tous les deux. Je suis de ce siècle, bien sûr, moi-même, mais il a fallu que je crée une musique qui convaincrait le spectateur comme étant du siècle dernier. Et en même temps, il fallait que vous donniez à votre musique une qualité, je dirais, d'érotisme, parce que cette femme s'exprime à travers sa musique, mais elle exprime son corps, ses désirs. Oui, elle exprime beaucoup. En fin de compte, elle se sert de la musique pour séduire, pour faire du marchandage sexuel. Et avec les films de Patrice Lecomte, j'ai déjà eu une certaine expérience avec la musique érotique sexuelle. Vous avez fait la musique de Monsieur Hir, de Patrice Lecomte. Marie de la Coiffeuse. Oui, aussi, Marie de la Coiffeuse, oui, où la musique était fortement érotique. Et mon style habituel de composition est plus intense, moins lyrique, plus mécaniste, si vous voulez, et moins passionné. Donc il a fallu que je me mette dans le cerveau du personnage, et plutôt que d'imaginer que le personnage joué par Holly Hunter jouait un répertoire de musique composée par quelqu'un d'autre, je me suis imaginé compositeur et acteur en même temps, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait pu composer de la musique en 1850, qui n'aurait pas été possible en 1850. Ce qui m'a permis d'ajouter certains anachronismes sans être soupçonné de se tromper. Eh bien, Michael Nyman, si vous avez la gentillesse d'aller au piano, pour qu'on vous allez jouer un petit morceau de la leçon de piano. Et alors d'abord, tous ceux qui ont vu le film, ils sont déjà nombreux en France. Je crois qu'il y en a déjà plus d'1 million au moins. Je crois que c'est beaucoup plus, 1,5 million peut-être. Donc si vous voulez y aller, si vous voulez bien y aller, pour jouer ce morceau. Pendant ce temps, je vais montrer la. Ça vient de sortir, hein, parce le film est sorti il y a 3 semaines et tout le monde demandait la musique de Michael Nyman, parce qu'évidemment cette musique joue un rôle très important dans le film. Elle est superbe. Ça y est. Ouais. Je ne sais pas s'il fallait... Non, je ne suis pas sûr qu'il faut l'enlever. J'en sais rien. Bon, bref, donc la musique, vous pouvez le trouver dans ce CD qui vient de sortir, et je crois qu'il est en vente, il a été en vente, je crois, pour la première fois aujourd'hui. Voilà, de la leçon de piano. Et on vous écoute
Quand vous voulez. Très beau. Alors, si vous voulez, voici chez Decca la bande originale des films de Peter Greenaway, parce que M. Nyman a fait la plupart des films de Greenaway, ça c'est chez Decca. Et puis vous avez aussi la bande originale du film de Prosperos Books, chez Decca aussi. Et puis ça, c'est Songbook, chanté par Ute Lamper, musique évidemment de Michael Nyman. Et puis vous pouvez aussi, en cassette, vous procurer là où. Alors ça, c'est les films, ça c'est Peter Greenaway, ça c'est Drowning in Numbers, c'est Zoo et d'autres. Voilà. Le questionnaire, vous savez qu'on termine toujours par le questionnaire, François Sagan. Alors votre mot préféré? S'il vous plaît. Le mot que vous détestez? Obligatoire. Votre drogue favorite? J'hésite entre la verveine ou le tilleul, je sais pas. La verveine ou le tilleul, je sais pas. La verveine ou le tilleul? Oui. Ah ben. Le son, le bruit que vous aimez? Les murmures. Le son, le bruit que vous détestez? Les cris. Votre juron, gros mot, blasphème favori? Caramba. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? De Vos. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Flic, enfin pervenche, je sais pas quoi. Pervenche, oui. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un chat. Et enfin, qui est l'animal des écrivains. Et encore que vous ayez un chien, vous, non? Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il s'appelle Fouilly. Oui. Et c'est le même nom de chien que, je ne sais plus qui, quelqu'un que j'ai lu l'autre jour. C'est le même, ah oui, c'est ça. C'est José Arthur, un chien qui s'appelle Fouilly aussi. Il a un chien de 3 ans, c'est l'ADDF. C'est l'ADDF pour les chiens. Ah bon? Mais il s'appelle Fouilly aussi. Ah bah, vous avez pris le même. Flatté. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Mes compliments, vous avez été parfaite. Très bien, ben, écoutez, c'est mes compliments à la fin de cette émission. Voilà. Alors, Janco est mort aujourd'hui et nous lui ferons une place la semaine prochaine dans l'émission de Bouillon de Culture de la semaine prochaine. Alors, je termine par des ouvrages. Je vous signale que
Julliard vient de rééditer à l'identique, Bonjour Tristesse. Vous vous rappelez la première phrase de Bonjour Tristesse? Ah oui, sur ce sentiment inconnu, après je sais plus. Comment? Sur ce sentiment inconnu. Dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom, le beau nom grave. De tristesse. De tristesse. Voilà, ça, c'est la première phrase qui a rendu célèbre Françoise Sagan. Et puis, 14 romans de Françoise Sagan, plus une pièce de théâtre, dans ce bouquin que j'avais déjà d'ailleurs présenté à Bouillon de Culture il y a quelques semaines. Alors, José Arthur. Je vais vous présenter des choses un peu drôles. Alors, il y a José Arthur, les pensées de José Arthur, il y en a quand même d'assez extraordinaires. Par exemple, il y a celle-ci. J'ai arrêté d'envoyer des vieux habits à l'abbé Pierre, il ne les met jamais. Ce qui est quand même pas mal. Et puis celle-ci. L'amant de ma femme dînait tous les soirs avec nous. Un jour, je me suis aperçu que c'est moi qui dînais avec eux. Ceci qui est pas mal. Jean-Paul II était un des rares Polonais à avoir trouvé du travail en Italie. Et ceci qui est pas mal aussi, il y a beaucoup de choses. Plus con qu'un pigeon, une boîte périmée de petits pois. Donc c'est au Cherche Midi. Ça vient de paraître dans la collection Que sais-je, Le Rire d'Éric Smadja. Et puis Antoine Decaune a préfacé une anthologie de l'os à moelle, 38-40, la célèbre, tous les quelques années, il sort des anthologies de Pierre Dac, bien entendu, l'édition François Bourrin. Et puis, Cabu, vous avez illustré ce livre sur les beaufs d'aujourd'hui, signé Frédéric Brunkel, Liberté, égalité, sacrée soirée aux éditions First. Et puis, je signale ce très bon Wolinski, Le bal des ringards aux éditions Albin Michel, politique, et une exposition d'ailleurs Wolinski à la galerie Daniel Delamarre, Wolinski artistique, sympathique, érotique, esthétique, etc. Des dessins de Blachon sur le tennis, j'apprécie beaucoup Blachon, aux éditions Albin Michel, et puis des dessins de Rézère Tam Tam, qui sont 50 dessins, 50 planches qui vont donner lieu à des dessins animés produits par Canal+, aux éditions Albin Michel. Et puis aussi, j'aime beaucoup, on le sait, Pétillon, Un privé dans la nuit, c'est les aventures de Jacques Palmer aux éditions Albin Michel, L'écho des savanes. Puisqu'on a parlé de la télévision, il me reste 5 minutes. Alors là, je demande un petit débord, mais de toute façon, vous ne pouvez pas couper, parce que je vais présenter le livre de M. Hervé Bourges, notre patron. Alors si vous coupez, alors je vous dis, vous êtes viré là. Celui qui coupe, là, il est viré. Bon, alors, donc, vous savez, on dit toujours dans les journaux, nos collaborateurs viennent de publier. Eh bien, alors, les collaborateurs de France 2, je crains d'en avoir oublié, Christine Ockrent, les uns et les autres de Montin à Balladur sont des portraits qu'elle fait sur France Inter le dimanche matin. Et elle a vraiment l'art du portrait, Christine Ockrent, des portraits de hommes politiques, bien entendu, mais aussi des gens du spectacle, du sport. Il y a même, je crois, Elisabeth, la reine d'Angleterre. C'est très, très bien fait. C'est aux éditions de l'Aube. Christine Bravo avait fait les petites bêtes il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Maintenant, elle récidive avec les grosses bêtes. C'est l'érotisme des grosses bêtes aux éditions Michel Lafon. Jean-Paul Olivier, qui est l'encyclopédie du cyclisme, publie 2 livres. L'Ange de la montagne, c'est Charles de Gaulle. Ça, il faut lire ça avant, évidemment, le départ du Tour de France. Et Hugo Coblet, vous savez, celui qui se recoiffait toujours avant l'arrivée des étapes, le pédaleur de charme, c'est un Suisse étonnant. Les 2 livres aux éditions Glénat. Un roman de Bruno Mazur, L'heure de vérité aux éditions Plomb. Mazur a imaginé qu'en 1995, il y a un virus qui frappe tout le monde, c'est-à-dire le virus de la vérité. Et on est obligé tous les gens sont obligés de dire la vérité, les hommes politiques, les maris à leurs femmes, enfin bref, c'est effrayant. C'est un livre à la fois drôle et d'une certaine manière effrayant, aux éditions Plomb. Et puis Alain Danvers, qui est le patron des rédactions de la 2 et de la 3, publie un livre passionnant sur l'environnement, Point choc vers l'environnement dans tous ses états, tout ce qu'il faut savoir sur les questions qu'on se pose sur l'environnement aujourd'hui, aussi bien la couche d'ozone que la pollution, la nappe phréatique, etc. Tout est là-dedans, aux éditions numéro 1. Et puis, donc, Hervé Bourges, la télévision du public aux éditions Flammarion, le patron du service public, qui dit ce que c'est que sa télévision à lui et comment il la conduit. Et puis, Vous êtes coupé maintenant, ça y est.
Hein? Non, je peux plus. Non, je peux pas encore. Non, mais je suis presque fini. La télévision française par Jean-Emmanuel Cortade au Presse universitaire de France, la collection que sais-je. Et puis, si vous avez suivi le téléfilm qui était avant Bouillon de culture, il s'intitule Meurtre en ut majeur, et il était extrait, il était tiré plutôt de ce roman de Maurice Schumann de l'Académie française qui paraît aux éditions François Bourin. Et puis, Le salaire du zappeur, qui est Serge Danet, qui était chroniqueur de télévision à Libération. Il est mort il y a quelques mois, et c'est les éditions POL qui publie donc quelques-unes des chroniques de Serge Danet. J'ai parlé de Dubou. Voici la réédition aux éditions Michel Trinquevel du formidable Rabelais de Dubou, c'est-à-dire qu'il a illustré, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est vraiment absolument étonnant. Puisque vous aimez le jazz, vous aimez beaucoup le jazz, alors je signale, c'est les classiques, c'est la plus importante collection de jazz faite la sortie de son 200e compact avec Duke Ellington et son orchestre de 1938. L'édition classique, vous le voulez? Permettez-moi de vous l'offrir. Voilà. Alors il y a un Pete Johnson, 38-39, il y a un Johnny Dodds, et là un Lionel Hampton et son orchestre, si vous les voulez. Ils sont à vous, puisque vous aimez beaucoup le jazz. Et puis je signale Johnny Hallyday, qui c'est pas pour Cabu, mais là voilà l'intégrale de Johnny Hallyday, tous ces compacts, voilà, tous ces CD, ça vient de sortir, hein, c'est extraordinaire. Si Emmanuel Berle était là, je lui offrirais, bien entendu. Ah, ça va de soi, je lui donnerai. Et alors ça va de soi avec des livres sur Johnny Hallyday, il y en a plein là. Il y en a voilà, comme ça, il y en a 2 là. Ils sont énormes, ça c'est ensemble. Voilà. Alors, je voudrais maintenant remercier, et je termine là-dessus, c'est terminé, l'émission est finie dans 3 minutes. Je voudrais remercier Alain Gauvreau, qui est responsable de l'émission Histoire courte, qui a eu la gentillesse de me céder votre film. Merci Alain. Voilà. Alors, Histoire courte, c'est tous les mercredis soirs ou les jeudis matins, après le cercle de minuit. C'est le banc d'essai des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs. Et cette émission existe depuis 10 ans et elle a été un tremplin pour pas mal déjà de metteurs en scène comme Christian Vincent, Léo Scarax, Éric Barbier, etc. Remerciements à tous ceux, journalistes, réalisateurs, décorateurs, techniciens, administratifs qui ont collaboré et qui collaborent à Bouillon de culture. Et puis, j'ai une pensée amicale pour Michel Gaillard, sous l'autorité duquel cette émission a démarré. Et puis, un remerciement aussi à mon patron Hervé Bourges, qui m'a tiré du ghetto du dimanche soir il y a quelques mois. Et ça a été très bon pour l'émission. Et puis, remerciements. Alors, je voudrais remercier, vraiment un remerciement spécial à la FNAC et à Jean-Louis Pétrial, patron de la GMF, qui sont, vous savez, des partenaires fidèles et très généreux de Bouillon de culture depuis le premier numéro. C'est-à-dire que Bouillon de culture est le seul magazine culturel sponsorisé, comme on dit aujourd'hui, et ça fait 2 ans et demi, et en dépit des difficultés du début, ils ont été vraiment une fidélité extraordinaire. Alors, il y a tous les représentants de la FNAC, les directeurs de la FNAC qui sont ici. Je ne veux pas tous les nommer, enfin, d'ailleurs, je ne veux pas les nommer, mais soyez gentils de dire à Jean-Louis Pétrial mes remerciements, parce que c'est tout à fait normal. Cette fidélité est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, la FNAC, pour vous faire plaisir, à l'initiative de Francis Buève, qui est le directeur de l'action culturelle sur le livre, a tiré à 100 exemplaires, Françoise Sagan, votre texte sur Fellini. Et alors, c'est donc 100 exemplaires que vous pourrez distribuer à vos amis. C'est réservé aux amis de Françoise Sagan. Alors, voici le premier exemplaire. Ah oui, il est beau. C'est donc Francis Buève, c'est très beau. Voilà, je sais que vous ne le connaissez pas, encore. Non, donc voilà, c'est vrai. Très bien. Et puis vous pouvez voir un coup d'œil derrière, c'est Michel Milcan, le décorateur, qui a inscrit cette semaine les noms des stars, des vedettes, des écrivains, des cinéastes, des metteurs en scène, des acteurs qui sont passés à Bouillon de culture depuis 2 ans et demi. Et à propos de la FNAC, je signale qu'actuellement se tient le Festival du film de Paris au pont Alexandre III et que demain, à partir de 13h, eh bien, vous pourrez vous y rendre et vous y rencontrerez des vedettes du cinéma, du théâtre, de la chanson et vous pourrez vous faire photographier à côté de ces vedettes. La photo coûte 100 francs et tout l'argent ira à Personnage, la fameuse fondation de Lino Ventura. Donc allez-y, je rappelle que c'est au cours de l'arène Pont Alexandre III. Voilà, je crois que j'en ai fini. Oui, je crois que j'ai fini. Alors, je vais vous remercier aussi, mes invités, le public aussi, et puis les téléspectateurs, parce que, évidemment, vous m'êtes fidèles depuis donc, pas mal de mois. Donc, je vous en remercie beaucoup. Ainsi se termine ce 100e Bouillon de culture. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Oh, mais non.